Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du chapitre 14 du programme de deuxième année de gestion BTS SP3S sur le budget de trésorerie qu'on peut aussi appeler plan de trésorerie. Alors au programme, on va commencer par étudier ce que c'est qu'un plan de trésorerie, puis les différentes étapes de ce qu'on appelle la démarche budgétaire. Puis on verra avec un cas pratique comment remplir un plan de trésorerie sur plusieurs périodes, puis deux petits points sur comment gérer la trésorerie passive, c'est-à-dire quand on a une trésorerie négative, puis comment utiliser un excédent de trésorerie quand on en a de trop dans l'entreprise. Première étape, le plan de trésorerie. Alors le plan de trésorerie ou budget de trésorerie a pour objectif de récapituler l'ensemble des entrées et sorties d'argent prévisionnel, donc qu'on peut appeler un encaissement et décaissement, c'est comme ça qu'on va les appeler. C'est un tableau de bord qui donne une vision globale quant à l'évolution future de l'organisation et permet de prévoir l'influence d'une hausse ou d'une baisse d'activité. Le principe, c'est pas d'éviter les fluctuations, mais plutôt de les anticiper pour pouvoir détecter les excédents qu'on risque d'avoir dans plusieurs mois et aussi les manques, on va dire, de trésorerie. Par ailleurs, le gestionnaire doit souvent démontrer à ses partenaires la fiabilité de son projet en établissant un plan de trésorerie sur plusieurs mois ou sur plusieurs années, donc qu'on appelle un plan pluriannuel. Donc voilà, l'objectif de ce plan de trésorerie, c'est récapituler toutes les entrées et sorties d'argent prévisionnelles. Ça donne une vision globale et ça permet d'anticiper les problèmes. Ça montre aussi aux différents partenaires, notamment les partenaires financiers, que vous êtes sérieux dans votre travail de gestion et donc il peut vous faire confiance et potentiellement vous faire payer un peu moins certains services. Deuxième point, les différentes étapes de la démarche budgétaire. Il y a trois étapes de base. La première, c'est la collecte d'informations. Donc, on récupère toutes les informations qui auront un impact sur la trésorerie, puis on les regroupe par nature. Quand on regroupe par nature, on va avoir plusieurs petits budgets. Par exemple, un budget des approvisionnements, donc de tous les achats, budget des frais généraux, les achats, on va dire, génériques des entreprises, un budget des investissements, un budget de TVA, et tout ça ensemble, ça va nous permettre de créer le budget des décaissements. De l'autre côté, on va avoir un budget des ventes et un budget des autres produits qui va nous permettre de réaliser le budget des encaissements. Et ces deux budgets mis ensemble vont permettre de créer le budget de trésorerie. C'est là la troisième étape, la création du budget. Troisième point, le plan de trésorerie sur plusieurs périodes. Donc c'est ici qu'on va étudier un petit cas pratique pour voir comment remplir un budget de trésorerie. Alors voilà la situation de base. Nous sommes dans un EHPAD, maison hospitalière de Saint-Charles à Nancy, une structure privée à but non lucratif, habilitée à l'aide sociale. Sa spécialité est l'accueil de personnes handicapées vieillissantes, de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, de personnes ayant besoin de traitements de longue durée, etc. Capacité d'accueil 90 lits permanents et place d'hébergement temporaire. Il y a de l'accueil de jour, de l'accueil de nuit. Il y a plusieurs services. Bon, je vais pas tous les relire. Les dirigeants de l'EHPAD sont soucieux de l'équilibre de leur trésorerie pour les mois à venir, donc les 6 premiers mois de l'année. C'est donc ce qu'on va réaliser. On va réaliser, le budget de trésorerie de cet EHPAD. On commence d'abord par un point de détail sur le budget de TVA, étant donné que la TVA c'est quelque chose d'assez spécifique et que vous n'avez pas encore beaucoup étudié. Donc on va d'abord parler de ce budget de TVA. Ce budget met en évidence ce qu'on appelle la TVA à décaisser ou le crédit de TVA de l'organisation. En effet, la TVA à décaisser, qu'on appelle aussi TVA due, pour la calculer, c'est TVA collectée moins TVA déductible. Alors la TVA collectée, c'est la TVA qu'on reçoit sur nos ventes. Quand on vend des prestations, on reçoit de l'argent et c'est un montant TTC qu'on reçoit, un montant toute taxe comprise, donc un montant qui contient de la TVA. Quand on fait des achats, on paye une prestation ou des matières premières, donc on paye un montant TTC, donc on paye aussi de la TVA. La TVA normalement est censée être neutre pour l'entreprise. Donc toute la TVA qu'on reçoit sur nos ventes, moins toute la TVA qu'on donne sur nos achats, ça nous donne de la TVA due qu'on va devoir rendre à l'État. Donc si la TVA collectée sur les ventes est supérieure à la TVA déductible sur les achats, ça nous donne de la TVA à décaisser. C'est une dette envers l'État qu'il faudra toujours payer le mois suivant. Ça se passe toujours comme ça. Par contre, ça peut arriver, même si c'est assez rare, que la TVA collectée sur les ventes soit inférieure à la TVA déductible sur les achats. C'est ce qu'on appelle un crédit de TVA.
Donc il y a deux possibilités, soit on peut demander son report sur le mois suivant, c'est-à-dire un petit peu plus de TVA déductible pour le mois suivant, donc moins à payer, ou alors carrément son remboursement. Dans certains cas, on peut demander le remboursement. Mais dans les exercices qu'on verra, on sera que dans le cas du report. Alors, pour réaliser ce budget de TVA, on a besoin du récapitulatif de nos achats hors taxes et de notre récapitulatif des ventes. Pour simplifier, ici, on va toujours considérer que la TVA sera au taux de 20%. C'est le taux normal, la plupart du temps, ce sera ça. Si on ne vous dit rien, de toute façon, c'est 20%. Alors, on commence par utiliser le récapitulatif des ventes. Vous voyez qu'on a 87 500, 178 600, etc. Eh bien ça va nous permettre d'obtenir notre TVA collectée sur les ventes. Comment on fait? On applique 20% sur chacun des montants et on obtient le nouveau montant. Donc 20% de 87 500, ça vous fait 17 500, le montant de la TVA. 20% de 178 600, ça fait 35 720, etc. On fait exactement pareil avec le récapitulatif des achats. Donc les achats de biens et de services, ça devient la TVA déductible sur biens et services. Et les investissements, la TVA déductible sur immobilisation. Je vous rappelle que quand on investit, justement, on achète des immobilisations. Donc on fait exactement le même principe, on applique 20% sur chacun des montants, et voilà. Maintenant, on doit calculer la TVA décaissée, en faisant TVA collectée moins TVA déductible. On arrive donc à, pour le mois de janvier, 7 800, février 17 120, mars 25 440, avril moins 3 976, parce que on a ici 20 000 de TVA déductible sur IMO, donc c'était exceptionnel, ce qui fait que notre TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. On a donc une TVA décaissée négative, donc en fait un crédit de TVA. Ce crédit de TVA, il va réapparaître au mois de mai, en tant que crédit de TVA antérieur, et donc il va augmenter notre TVA déductible. Ce qui fait qu'on n'aura plus à payer au mois de mai que 124. Si on n'avait pas eu ce crédit de TVA, normalement avec ça on aurait dû payer de tête 4100. À la place on va payer uniquement 124. Et au mois de juin, on reprend le calcul normal et on a 3750. Au niveau du règlement de la TVA, on avait dit juste avant que la TVA se paye le mois suivant. Donc la TVA de janvier sera décaissée en février, la TVA de février sera décaissée en mars, etc. etc. Celle d'avril, c'est un crédit de TVA, donc on n'aura rien à payer. Et on continue, mois par mois. Donc c'est cette ligne-là qui va nous servir pour le budget des décaissements. Maintenant, on va réaliser ce budget des encaissements et des décaissements. Les décaissements, ce sont toutes les acquisitions pour leur montant TTC. On prend toujours le montant TTC ici, excepté dans le cas du budget de TVA, bien sûr. On doit toujours prendre le montant toute taxe comprise parce que c'est ce montant que vous allez avoir en trésorerie. Quand vous faites une vente, vous recevez un montant TTC. Quand vous faites un achat, vous payez un montant TTC. Donc les acquisitions pour leur montant TTC en tenant compte des délais de règlement, c'est toujours ça qui pose entre guillemets le plus problème, et les dépenses nécessaires au bon fonctionnement de l'organisation. Au niveau des encaissements, ce sont les ventes. On va commencer par budget des encaissements vu que c'est le plus facile. Là, vous avez toutes les informations qui vous sont données dans le cours. Donc les clients règlent leurs prestations, les créances en fin d'année précédente, les pas de paye ses fournisseurs, etc. Et quelques tableaux avec les récapitulatifs de vente et d'achat. Je vous ai entouré en vert uniquement ce qui correspond aux encaissements. Vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose. On reprend donc ça uniquement et on va compléter notre budget des encaissements. Déjà, pour la ligne créances en N-1, il s'agit en fait des créances que vous avez, par exemple des ventes que vous avez effectuées en fin d'année précédente et que vous allez recevoir au mois de janvier ou au mois de février. On vous dit les créances en fin d'année précédente sont de 102 300. Elles seront encaissées en janvier pour 47 100 et 55 200 en février. Donc vous placez ces deux montants pour le mois de janvier et pour le mois de février. Il suffit de suivre ce que dit l'énoncé. Le problème qu'il y a toujours ici, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, il faut savoir s'y repérer. Ensuite, vous avez 6 lignes avec le détail des ventes pour chaque mois. Le détail des ventes, vous l'avez ici, dans le récapitulatif des ventes TTC, janvier 105 000, février 214 320, etc. Et on vous dit que les clients règlent leurs prestations de service, 40% au comptant, le reste à 60 jours. Donc pour le mois de janvier,
il va y avoir 40% de 105 000 qu'on va toucher au mois de janvier, et les 60% restants à 60 jours. 60 jours, c'est 2 mois. 30 jours, c'est 1 mois. Donc, les 60% restants, on va les toucher en mars. On fait exactement pareil en février. 40% de 214 320, ça fait 85 728 qu'on va toucher en février. Le reste, les 128 592, dans 2 mois en avril, etc., etc. Au mois de mai, vous voyez que la deuxième partie des 60% restants, on va les toucher en juillet, logiquement. Seulement, notre budget s'arrête au mois de juin, donc on ne fait pas apparaître l'information. Quand c'est fait, il vous suffit de totaliser les encaissements. Voilà. Même principe maintenant, on va passer au budget des décaissements. Donc lui, il va être un peu plus long, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations. Là, on va prendre en compte tout ce qui est ici, tout ce qui est entouré. Alors, on va commencer par la première partie du tableau, avec le même principe qu'on avait dans le budget des encaissements, avec les dettes de N-1, c'était les créances pour les encaissements, ce sont les dettes pour les décaissements, et les achats des différents mois. On vous dit, deuxième point, les dettes en fin d'année précédente sont de 40 800 et seront payables en janvier. C'est tout, 40 800 en janvier. Au niveau des achats normaux, on vous dit, l'EHPAD paye ses fournisseurs de biens et services à 30 jours, les fournisseurs d'IMO au comptant. Bon, les immobilisations, ce sera dans la deuxième partie du tableau, dans la diapo suivante. Donc là, on s'occupe que des achats normaux. On vous dit, ce sera payé à 30 jours, toujours. Donc, les achats de janvier sont payés tous en février, les achats de février sont tous payés en mars, les achats de mars sont tous payés en avril, les achats d'avril sont tous payés en mai, les achats de mai en juin, les achats de juin en juillet, mais bon, ça ne rentre pas dans le tableau. Il nous reste maintenant la deuxième partie du tableau, les investissements, les salaires, charges sociales, autres charges et TVA à décaisser. Les investissements, vous voyez que c'est uniquement en février et en avril. On vous dit que les fournisseurs d'IMO sont payés au comptant. Donc, les investissements de février sont payés en février, les investissements d'avril sont payés en avril. Au niveau des salaires, on vous dit les salaires s'élèvent à 25 500 par mois et sont payés comptant. Là, pas de difficulté, 25 500 chaque mois, vous savez bien autant que moi que normalement on est payé tous les mois. Les charges sociales sont de 15 300 par mois et sont payées le mois suivant. On vous précise que c'était aussi 15 300 pour les dettes de décembre N-1. Donc, les charges sociales de décembre, 15 300 sont payées en janvier, les charges sociales de janvier sont payées en février, etc. Bon, au final, on se retrouve dans la même situation que pour les salaires. Les autres charges, on vous dit sur le tableau qu'elles sont payables comptant. Donc là, il suffit juste de reprendre les mêmes montants. 28 750, 17 840, etc. Il nous reste la ligne de TVA à décaisser. Là, il va falloir reprendre le tableau du budget de TVA qu'on avait réalisé. Vous avez vu que, si vous reprenez votre feuille, qu'on commençait à la payer à partir du mois de février, parce que la TVA de janvier, on la paye en février. Mais on vous donne l'information ici, la TVA du mois de décembre est de 8 400 payables en janvier. Donc vous avez bien les 8 400 de janvier, et ensuite vous reprenez le budget de TVA comme vous l'aviez obtenu à la fin. Donc 7 800 en février, 17 120 en mars, 25 440 en avril, rien en mai, 124 en juin. Là, il suffit juste de reprendre la dernière ligne de votre budget de TVA et la recopier. Sauf pour le 8400 qui est une information complémentaire. Quand c'est fait, vous totalisez. Même chose qu'on avait fait dans le budget des encaissements. Au final, on se retrouve dans cette situation. Un budget des encaissements avec une ligne de total et un budget des décaissements pareil avec une ligne de total. Sachez maintenant que cette ligne de total, c'est la seule à chaque fois qui va vraiment nous intéresser pour faire un budget de trésorerie. Le budget de trésorerie, c'est un tableau récapitulatif qui reprend le budget des encaissements et des décaissements. Il fait apparaître la position bancaire en début et fin de mois. Il permet d'anticiper les excédents de trésorerie pour les faire fructifier au mieux, mais aussi de prévoir les éventuels déficits pour avoir les financements les mieux adaptés et les moins coûteux.
On vous donne juste, sur votre feuille, à la base, 58 900 de solde initial début janvier. Ça correspond à ce que vous aviez en banque, fin décembre. Vous reprenez donc votre ligne totale des encaissements et votre ligne totale des décaissements des deux tableaux précédents et vous les réécrivez. C'est tout. Pour calculer la trésorerie finale, donc le solde final en fin de mois, vous faites trésorerie initiale plus encaissement moins décaissement. On avait déjà vu ça dans les chapitres précédents. Hein. J'ai 10 € dans mon portefeuille, j'en reçois 5, j'en paye 3, il m'en reste 12. Ici, c'est le même principe. Donc, j'avais 58 900 début janvier, je reçois 89 100 et je dépense 118 750, il me reste 29 250. Pour trouver la trésorerie initiale du mois suivant, c'est pas compliqué, elle correspond toujours à la trésorerie finale du mois précédent. Donc si fin janvier on avait 29 250, début février on a 29 250. On refait le même calcul, on se retrouve fin février avec 28 128, qui est le montant qu'on retrouvera début mars, etc., etc. Vous faites ça pour terminer votre tableau. On voit donc ici que en avril et en mai, on finit avec une trésorerie négative. Ça veut donc dire qu'il va falloir trouver des solutions pour pouvoir éviter ce problème. Comment gérer la trésorerie passive quand on parlait de solutions? Déjà, la trésorerie de l'organisation, elle est composée des espèces que vous avez en caisse. Alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être négatif. Je ne pense pas que ça vous est déjà arrivé d'avoir un montant négatif dans votre portefeuille. L'argent que vous avez en banque, l'argent que vous avez en épargne, donc sur vos livrets d'épargne, et les valeurs mobilières de placement. Les valeurs mobilières de placement, qu'on appelle aussi VMP, c'est l'acronyme, c'est des actions, des obligations que vous avez achetées pour un certain montant, mais que vous allez pouvoir revendre très rapidement dès que ce sera plus favorable, dès que vous faites une petite plus-value ou dès que vous avez besoin d'argent. Ils rentrent justement dans la trésorerie. La trésorerie est positive, elle va à l'actif du bilan, dans l'actif circulant. Si elle est négative, elle va au passif du bilan, dans les dettes. C'est ce qu'on appelle des concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque. D'où peuvent provenir les difficultés de trésorerie? Ça peut provenir déjà de fonds insuffisants de base dans votre entreprise. Je sais pas, vous avez un capital trop faible, donc vous n'avez pas apporté assez d'argent. Vous avez mal financé vos investissements, vous ne faites pas de bénéfices, vous avez trop de machines, etc. Ou alors un problème qui vient de votre besoin en fonds de roulement. Souvenez-vous du chapitre sur le bilan fonctionnel, on avait étudié le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement, qui est en réalité juste le décalage entre le moment où les clients vous payent et le moment où vous payez vos fournisseurs. Ce décalage-là, c'est le besoin en fonds de roulement. Donc, un besoin en fonds de roulement trop important, ça peut provenir de créances clients irrécouvrables, vos clients ne vous payent pas, ou bien ils vous payent dans trop longtemps, des délais de règlement trop longs, ou bien un crédit fournisseur insuffisant. Le mieux pour votre entreprise, c'est que vos clients vous payent au plus vite, mais que vos fournisseurs, vous les payez le plus tard possible. Les entreprises qui sont le mieux placées ici, c'est les entreprises de grande distribution, vous vous en doutez. Parce que nous, quand on va au supermarché, on paye toujours comptant. Eux, par contre, leurs fournisseurs, ils vont les payer à crédit. Donc, ils reçoivent l'argent de leur vente directement et les fournisseurs, ils les payent à crédit. Très souvent, dans la grande distribution, on se retrouve justement avec, pour revenir sur la TVA, avec des crédits de TVA. Parce que l'argent, ils le récupèrent beaucoup plus vite et les dépenses pour les fournisseurs, elles viennent beaucoup plus tard. Petit aparté. Ensuite, qu'est-ce qu'une bonne gestion de trésorerie? Une bonne gestion de trésorerie, déjà, ça suit 3 objectifs. Le premier, assurer la liquidité de l'entreprise pour faire face à ses échéances, donc faire en sorte de pouvoir payer ses fournisseurs. Réduire le coût des services bancaires. Plus vous avez une trésorerie négative, plus vous avez payé de frais, donc il faut essayer de les réduire. Et enfin, construire un partenariat bancaire équilibré, c'est-à-dire ne pas trop dépendre du banquier et lui montrer que vous maîtrisez la situation. C'est ce que je vous avais montré tout au début du chapitre. Comment ajuster quand on a justement une trésorerie négative? Il y a plusieurs solutions. Déjà, on peut essayer d'augmenter les décaissements. Enfin, on peut essayer de gérer un problème d'augmentation de décaissement qui peut venir par exemple d'un fournisseur qui augmente trop ses prix, donc vous négociez avec lui, ou alors que vous commencez à utiliser beaucoup plus de matières premières ou de matières premières par exemple dans un service. Là, vous devez agir pour essayer de réduire ces matières utilisées. Un autre problème peut être une diminution des encaissements.
Par exemple, vos subventions baissent, vos recettes baissent. Essayez de trouver des moyens pour trouver de nouvelles recettes. Insuffisance de dotation initiale. Par exemple, si vous recevez une dotation de l'État, essayez de négocier pour avoir une dotation plus élevée. Si le problème vient des propriétaires de l'entreprise qui n'ont pas apporté assez, qu'ils essayent de pouvoir en apporter, tout ça, il faut l'analyser justement. Après, d'autres méthodes, un petit peu tous azimuts, essayez de reporter des décaissements, donc négocier avec le fournisseur pour payer plus tard. À l'inverse, essayez d'avancer les encaissements, négocier avec le client pour payer plus vite. Emprunter auprès de la banque, faire un emprunt. Là-dessus, il faut faire attention vu que c'est du financement à long terme, ça va vous endetter sur plusieurs années. Céder des valeurs mobilières de placement si vous en avez, ça fait toujours un petit peu d'argent qui rentre. Négocier des crédits à court terme avec la banque. Alors, il y a des tas de crédits à court terme possibles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez que le plus connu, vous le connaissez, c'est une autorisation de découvert. Et enfin, des apports en compte courant d'associés, c'est un cas un petit peu particulier. Je vous renvoie à la fiche méthode que je vous distribuerai sur les moyens de financement. Dernier point, comment utiliser un excédent de trésorerie. Bon, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, je pense. On se pose très rarement la question de j'ai trop d'argent, qu'est-ce que j'en fais? 3 manières de base: rembourser un crédit à court terme si vous en aviez fait un, payer plus vite un fournisseur. Si vous payez rapidement un fournisseur, vous avez la possibilité d'avoir un escompte de règlement. Donc c'est une réduction qui est liée au fait que vous allez payer plus vite. Ou alors placer cet excédent dans des valeurs mobilières de placement pour qu'il puisse vous rapporter encore plus d'argent. Voilà, et on a fait le tour de ce chapitre. Je vous envoie maintenant sur les applications. Au sujet des applications 2 et 3, normalement, je vais essayer de vous faire un corrigé vidéo, vu que ce sont des applications assez larges. Je vais essayer de vous faire un corrigé vidéo. On verra, dans tous les cas, je vous donnerai le corrigé dans les jours qui viennent. Voilà, merci, bonne journée.